Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'arrivée de la fast fashion en France avec Sacha Bétache, avocate au barreau de Paris. On parlera ensuite de la première décision concernant une action de groupe en matière de discrimination syndicale avec Julien Onis, avocat of counsel chez Capstan. Et enfin, on parlera d'OpenAI, coupable d'atteinte aux droits d'auteur en Allemagne avec Sophie Dupéret, counsel chez De Rienick. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. Shein, acteur de la fast fashion, fait la une en débarquant en France entre scandale pénal, enjeux économiques et régulation européenne. De nombreuses questions se posent. Sacha Bétache, avocate chez Bird Bird, est sur notre plateau pour décrypter cette actualité. Sacha Bétache, bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir peut-être sur cette actualité avec Shein qui débarque en France. Pour ceux qui auraient loupé l'actualité, peut-être revenir sur le contexte. Sacha, qu'est-ce qui s'est passé avec Shein ? Bien sûr. Alors, au 1er novembre de cette année, la DGCCRF, donc la Direction générale des fraudes, a repéré que Shein commercialisait des poupées pédopornographiques. Donc, elle véhiculait un message sexuel à destination des adultes, mais aussi accessible aux mineurs. Cette commercialisation est évidemment illégale en France. Ça a été signalé par la DGCCRF. Et tout de suite, Shein a réagi par 3 mesures. Elle a tout de suite retiré les produits. Elle a aussi suspendu la catégorie adulte de son site internet et enfin, elle a lancé une enquête interne. Ces faits sont réprimés par le code pénal, évidemment, articles 227, 23 et 24. Et on n'a pas le droit en France de fixer, diffuser ou d'être en détention d'une image pornographique ou de fabriquer ou de diffuser une image pornographique, mais qui peut être accessible par un mineur. D'où le problème. Ce que met en lumière cette affaire, c'est les lacunes en fait de modération de ces plateformes de façon générale, puisque aujourd'hui Shein est dans l'œil du viseur, mais quelques jours plus tard, on a eu beaucoup d'autres plateformes, Temu, AliExpress, Wish, qui ont été visées pour des ventes illégales d'armes. Donc c'était des machettes et des poings américains. D'autres sites comme Etsy, Le Bon Coin, elles ont été visées, ces sites ont été visés, ces plateformes, parce qu'elles mettaient à disposition des mineurs des annonces à caractère pornographique qui n'étaient pas bien filtrées. Donc un problème de modération du côté des plateformes. Exactement. Donc on a un problème de fond de modération et qui s'est déjà vu chez Amazon en 2022, puisqu'il y a eu un procès et une condamnation, non pas d'Amazon, mais qui a été sommé de donner la liste des clients qui avaient acheté les produits pornographiques en ligne, et un de ces clients a été condamné à une peine de prison. Donc on vient de voir l'aspect pénal de l'affaire Shein et plus largement de la fast fashion. Est-ce qu'il y a d'autres aspects au-delà de l'aspect de droit pénal ? Bien sûr. L'aspect droit de la consommation est primordial et c'est à vrai dire le nerf de la guerre. Parce que ces plateformes, notamment Shein mais d'autres, se rendent souvent coupables de pratiques commerciales trompeuses, c'est-à-dire qu'elles vendent en ligne n'importe comment, n'importe qui, parce qu'elles ont un roulement de collection qui est extrêmement rapide. Donc, elles font par exemple des fausses promotions. Elles utilisent ce qu'on appelle aujourd'hui les dark patterns. Ce sont des biais de consommation. Vous savez, souvent, c'est le compte à rebours qu'on voit pour nous presser d'acheter. C'est un parmi tant d'autres. Elles ont un étiquetage non conforme, donc elles vendent des produits qui ne sont pas conformes sur le marché européen, donc pouvant être dangereux. Et enfin, elles font souvent du greenwashing, c'est des allégations environnementales qui sont fausses. Ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi, par exemple, une condamnation qui est assez célèbre de Wish, la plateforme américaine en 2021, qui vendait des produits qui étaient dangereux, en l'occurrence, c'était des jouets, qui contenaient des produits cancérigènes et qui ne respectaient pas les normes européennes. Wish a été déréférencé et c'est une des procédures qui est possible selon le code de la consommation. On peut, la justice peut décider d'un déréférencement, c'est-à-dire la plateforme est supprimée des moteurs de recherche et on ne peut plus la trouver lorsqu'on la tape. Et donc, la vente en tant que telle n'est pas interdite. En revanche, si vous ne pouvez plus la trouver dans vos moteurs de recherche, c'est plus difficile d'acheter. Bien sûr. Alors, vous parlez du déréférencement, mais est-ce qu'on peut interdire l'accès à la plateforme Shein ou lui interdire l'accès au marché français ?
C'est une bonne question. C'est compliqué parce que en France, on a un régime d'hébergeurs qui a été mis en place par la loi LCEN qui date de 2004. Et il y a donc les hébergeurs, à contrario des éditeurs. Les hébergeurs ont un régime de responsabilité allégé, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'obligation a priori de modérer les contenus. En revanche, dès qu'ils ont un signalement, ils ont une obligation de retrait prompt. Et c'est bien ce qu'a fait en l'occurrence Shein, et c'est ce que n'avait pas fait en 2021 d'ailleurs Wish. Elle a retiré immédiatement les contenus litigieux. S'il y a une récidive ou s'il y a des faits répétés, là on peut envisager une demande de blocage en justice. Mais ce n'est pas simple. D'ailleurs, le gouvernement, la ministre du Numérique, a demandé ce fameux blocage et un déréférencement en parallèle. Elle n'a pas obtenu le déréférencement il y a quelques jours. Et le blocage, la demande de blocage est toujours en cours, mais c'est compliqué parce qu'elle se base, par exemple, sur la vente d'armes, qui a été découvert quelques jours plus tard, les poupées pédopornographiques. Mais il n'est pas certain que ça soit considéré comme une récidive et un fait assez grave, puisqu'à chaque fois, Shein coopère avec la justice. Donc on voit que c'est pas si simple. Est-ce que le fait d'avoir une implantation physique comme Shein au BHV, ça change la donne, ça change quelque chose? Alors oui, vous faites bien de le rappeler, Shein vient d'arriver au BHG, qui est dans le groupe Galeries Lafayette, donc potentiellement va s'étendre partout en France. Le fait d'avoir un ancrage physique a un avantage, c'est qu'on a un contrôle physique des produits. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le BHG. À l'évidence, elle n'aurait pas laissé des produits illicites dans ses rayons. Donc ça permet quand même plus de contrôle et aussi de transparence vis-à-vis des consommateurs, puisque vous voyez la matière, le tissu de ce que vous achetez. En revanche, les problèmes que cela soulève, c'est que ça génère une conversion d'image pour Shein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Shein devient dans la norme, elle devient acceptable au sens du consommateur. Comme un acteur traditionnel. Comme un acteur traditionnel qui, lui, respecte les règles du jeu. Parce que Shein, si elle respectait les règles du jeu, notamment en matière d'environnement, de production fiable, de rotation des stocks, on n'aurait pas de problème. Là, aujourd'hui, ça pose problème parce que, notamment, il y a des produits illicites, mais pas que. Il y a des produits dangereux qui ne respectent pas les normes aujourd'hui. Et ça échappe à une réglementation, ce qui dérègle aussi la concurrence. Alors, l'Union européenne essaye de réguler tout ça, notamment avec le DSA. Est-ce que ça change quelque chose aussi? Alors, normalement, oui. Le DSA, qui est en application progressive depuis 2024, met en place de lourdes obligations à l'encontre des plateformes de façon générale, et des VLOP, c'est les Very Large Platforms, c'est celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'UE, et parmi elles, il y a Shein, mais beaucoup d'autres, Apple, Google, etc. Et donc, ces marketplaces et ces très larges plateformes ont l'obligation d'agir a priori, c'est-à-dire qu'elles doivent évaluer les risques systémiques. Parmi les risques systémiques, on a notamment ces fameux commercialisations de produits illégaux, accessibles aux mineurs, etc. Et elles doivent atténuer ces risques, faire des études en amont. Donc, elles doivent avoir une modération proactive, ce qu'aujourd'hui n'est pas vraiment fait par Shein et ses grandes plateformes. Alors, vous venez d'évoquer les produits illégaux. On ne peut pas les interdire? C'est difficile en France et en UE de les interdire parce qu'on a un commerce transfrontalier entre l'UE et la Chine qui est extrêmement important. On a un niveau de colis qui arrive en Europe de plusieurs milliers par seconde, et l'Europe laisse passer beaucoup de petits colis parce qu'il y a une exonération de taxes douanières sur les colis, le montant des colis inférieur à 150 €. La France et l'UE, d'ailleurs, n'a pas les moyens suffisants pour permettre les contrôles sur tous les colis, et donc aucun moyen de contrôler ces flux. On a dans la PLF, donc le projet de loi de finances de 2026, qui est actuellement en cours de discussion à l'Assemblée, il y a une volonté de taxer à 2 € les petits colis, mais pas exactement les articles contenus dans les petits colis. Ça serait une bonne solution, ça permettrait de financer ces fameux contrôles. Et on a des initiatives européennes qui seraient de créer un data hub européen, mais ça c'est horizon 2028. D'accord. Et ça supprimerait l'exonération des 150 €, donc tout le monde serait taxé et ça réduirait l'entrée dans l'UE de ces fameux petits colis. Et pour terminer, où en est la loi sur la fast fashion? Oui, la loi sur la fast fashion qui était discutée depuis 2024 en France, qui avait pour volonté de taxer l'ultra fashion, a été retoquée par la Commission européenne, et donc pour l'instant elle est bloquée en France. Une initiative beaucoup plus large européenne devrait voir le jour, qui s'appelle l'étiquetage textile durable, qui a vocation aussi de traiter les histoires de greenwashing et de durabilité des produits pour éviter justement réduire le volume, la durée des produits, la vitesse de production, et réguler en la matière. On va suivre tout ça de près. Merci Sacha Bétage. Je rappelle que vous êtes avocate chez Bird & Bird. Tout de suite, on va parler d'une décision majeure en matière de droit social avec l'action de groupe en matière de discrimination.
La Cour de cassation a rendu le premier arrêt le 5 novembre dernier en matière d'action de groupe concernant une discrimination syndicale. Pour décrypter cette décision, j'ai le plaisir de recevoir Julien Onis, of counsel chez Capstan Avocat. Julien Onis, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant de revenir sur cette décision, on va prendre un peu de recul et s'intéresser à la loi concernant l'action de groupe et à son évolution. Est-ce que pouvez nous rappeler le cadre juridique de l'action de groupe en matière de droit du travail? Bien sûr. Alors, l'action de groupe, la définition, elle est assez simple, hein. C'est une action qui concerne plus de deux personnes, ou plus d'une personne et deux personnes, qui sont concernées par un manquement commun, en l'occurrence, en droit du travail, un manquement de l'employeur. C'est une exception à la règle sur laquelle on ne plaide pas par procureur, puisqu'on va confier à un tiers le fait d'agir en justice. C'est une class action à l'américaine. Voilà, en synthèse. Jusqu'à présent, c'était la loi de 2016, donc en droit du travail, qui était venue légiférer en la matière, en matière de discrimination et de RGPD. Le cadre était limité. On a connu une évolution, puisque le 30 avril 2025, le législateur est venu élargir le champ de l'action de groupe et donc en faciliter le recours, puisque jusqu'à présent, il n'y avait eu que 5 actions de groupe depuis 2016. Donc en fait, il y avait très peu d'actions de groupe et ça servait, en fait, le dispositif ne servait pas réellement. Exactement. Ce pourquoi il y en avait très peu, et ce que la loi d'avril 2025 tente quand même d'endiguer, c'est d'une part parce qu'il y avait un problème de périmètre, enfin pas un problème, mais en tout cas le périmètre était limité à deux domaines, donc le RGPD et la discrimination. C'est élargi par la loi d'avril 2025 qui vient considérer qu'on peut aller sur tous les champs. Problème de financement, la loi de 2025 vient donner des moyens pour l'action de groupe. Vous aviez un problème enfin pas un problème, mais en tout cas la loi vient aujourd'hui fixer une sanction civile pour, entre guillemets, inciter quand même les employeurs à se mettre dans le cadre, et elle vient repréciser les modalités, donc à savoir l'action en cessation d'un manquement et l'action d'indemnisation. Donc on a un cadre rénové avec probablement des conséquences sur l'élargissement des actions. Et pour vous, il y aura un développement des actions de groupe en matière de droit du travail? À mon sens, oui, notamment parce que je pense que ça ne vous a pas échappé, mais on a l'entrée en vigueur de la loi sur la transparence des rémunérations. Donc l'élargissement des domaines de l'action de groupe associé typiquement à ce genre de sujet, à mon avis, devrait conduire à une multiplication des actions de groupe. Alors, on va revenir sur la décision du 5 novembre dernier. Donc, c'est la première décision, la première action de groupe en matière de discrimination syndicale. Que dit précisément cette décision? Alors effectivement, c'est la première. Je l'ai dit, il y a eu 5 actions de groupe, si je ne me trompe pas dans les stats. Donc c'est une action qui était portée par la CGT contre Safran sur la discrimination syndicale. Pour comprendre ce que dit la décision, il faut avoir en tête ce que disait la loi. En gros, la loi de 2016 est une loi de procédure. En théorie, elle devrait considérer des faits antérieurs, concerner des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. Ce n'est pas ce qui avait été décidé. Ce qui avait été décidé, c'est que les préjudices indemnisables étaient ceux qui étaient nés après l'entrée en vigueur de la loi, donc après le 20 novembre 2016. Là où le débat s'est cristallisé, puisqu'on parle de discrimination, que la discrimination s'est plutôt étendue sur une période, c'était de se dire quels faits peuvent être pris en considération pour apprécier ce préjudice. Et le tribunal judiciaire déboute la CGT, considérant que les éléments qu'elle apporte après l'entrée en vigueur de la loi ne sont pas suffisants pour apporter une discrimination. La Cour d'appel confirme. Et là, la CGT fait un pourvoi en cassation avec une QPC, et je trouve que là, il y a une particularité, puisque le Conseil constitutionnel considère que le fait qu'on limite les préjudices indemnisables à la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n'est pas anticonstitutionnel, pour différentes raisons, je ne vais pas les évoquer ici. Et la Cour de cassation s'affranchit un peu de ça, à mon sens, appliquant sa jurisprudence classique, je dirais, sur le régime probatoire, et vient dire qu'on vient regarder les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, quand bien même on indemnise des préjudices postérieurs. Pourquoi, selon vous, il y a une lecture différente de la Cour de cassation par rapport au juge du fond? Vous avez une explication? Alors, la Cour de cassation, en fait, pour moi, elle reste assez cohérente, je dirais, vis-à-vis de ce qu'elle fait quand nous avons un contentieux de discrimination strictement individuel. À savoir qu'elle dit qu'on doit prendre en considération l'ensemble des faits sur une période. Si elle venait dire le contraire dans le cadre de cette position-là, de l'arrêt sur l'action de groupe,
à mon sens, elle se déjugeait un peu. Ça sera en contradiction Voilà. par rapport Donc en fait, elle applique Ça- quasiment. C'est pour ça que moi je trouve que la portée qu'on donne à cet arrêt, elle est peut-être un peu grossière à la loupe, parce que in fine, sur le régime probatoire, elle confirme d'ailleurs qu'on applique le même, vous savez, en 2 temps, que celui des actions individuelles. D'accord. Voilà. Quelles sont les conséquences pour les salariés qui sont victimes de discrimination collective? Je pense que c'est toujours plus simple lorsque vous avez la possibilité d'apporter plus d'éléments. Donc je dirais que pour eux, dans une approche en tout cas théorique, c'est plus facile. Si vous avez la possibilité d'apporter 5 pièces versus une, en théorie, vous facilitez voilà, la possibilité de justifier d'une discrimination, en tout cas d'éléments laissant présumer. Et pour côté employeur, comment on peut avoir une lecture de cet arrêt, justement? À l'inverse, on peut se dire qu'effectivement, côté employeur, ça va leur mettre un peu plus, je dirais, la pression, puisqu'il va y avoir plus d'éléments à analyser dans la mesure où, effectivement, on va avoir 50 versus 10 avant. Donc, côté employeur, il va y avoir plus de travail à faire. Maintenant, d'un point de vue indemnitaire et strictement indemnitaire, et si je mets de côté la loi de 2025, elle ne remet pas en cause la Cour de cassation le fait que les préjudices indemnisables sont ceux qui sont postérieurs à l'entrée en vigueur de 2016. D'accord. Donc, le débat Il n'y va a se pas jouer un sur... grand bouleversement, selon vous? Au regard de, en tout cas, de la loi de 2016, je considère que pas tant. L'atterrissage, à mon avis, il est important, il faut le prendre en considération, mais quand on met tout bout à bout, mon point de vue, pas tant. En revanche, les futurs sujets, c'est la loi du 30 avril 2025 qui, à mon sens, va donner lieu à pas mal de débats jurisprudentiels. De quel ordre? Sur le périmètre des préjudices, sur la question du financement, de vérifier que le financement n'est pas fait de manière un peu hasardeuse, le fait de se dire est-ce que le groupe constitué est pertinent. Enfin, pour moi, dans la loi du 30 avril 2005, il y a pas mal de zones d'ombre qui vont, de Donc fait... ça, c'est ce sera la jurisprudence Ouais. de donner justement toujours. les médias. Ouais. Comme Donc toujours. on va attendre la jurisprudence sur ce sujet. Est-ce que le juge, il va avoir d'autant plus de pouvoir d'appréciation avec cet arrêt? On lui donne plus de pièces. Donc, de fait, il va en avoir plus. Maintenant, ce n'est pas un pouvoir qui est illimité. Et c'est là où les employeurs vont avoir un rôle très important dans bien venir rappeler quelles pièces je prends en considération. Est-ce que ces pièces sont relatives à des faits qui se sont poursuivis après l'entrée en vigueur de la loi ou pas? Est-ce qu'ils sont suffisants versus la discrimination qu'on tente de venir mettre en évidence? Est-ce qu'ils sont pertinents, suffisants? Voilà, donc il y a un gros travail qui va peser sur les employeurs et sur leurs conseils pour venir vraiment combattre toutes ces pièces qui vont être ajoutées dans le débat. Pour terminer, peut-être, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en la matière à recommander aux entreprises pour éviter de se retrouver au contentieux? Alors, effectivement, c'est-à-dire que dans la vie du quotidien, c'est de s'assurer que tous les mécanismes mis en place sont justifiés par un élément objectif. C'est un point important parce qu'en matière de discrimination, c'est l'objet du litige. Et ensuite, d'un point de vue contentieux, c'est de se battre absolument sur chacune des pièces et sur la justification de cet élément objectif, puisque si vous ne le faites pas, le juge ne le fera pas pour vous. Donc, c'est à nous de le faire. On va conclure là-dessus. Merci Julien Onis. Je rappelle que vous êtes avocat of counsel chez Capstan Avocat. Merci à vous. Tout de suite, on va parler d'un autre sujet. On va parler intelligence artificielle et droit d'auteur. Le tribunal de Munich a sanctionné OpenAI pour atteinte aux droits d'auteur sur des chansons. Quelles sont les conséquences de cette décision? On en parle tout de suite avec mon invité, Sophie Dupéret, counsel chez Derienic Associés. Sophie Dupéret, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cette décision du tribunal de Munich, donc qui sanctionne OpenAI pour des atteintes aux droits d'auteur de chansons. Mais avant de rentrer dans la décision concrètement, quel était le contexte de cette décision? Alors, cette affaire, elle concerne la GEMA d'une part, donc qui est l'équivalent de la SACEM en France, donc une société représentant les droits des auteurs et compositeurs de musique, et OpenAI de l'autre, donc que l'on connaît tous, éditeur commercialisant un certain nombre de systèmes d'IA générative. Et la GEMA donc reprochait à OpenAI un ensemble d'actes de reproduction de 9 chansons en l'occurrence, reproduction dans le cadre des modèles d'IA d'un côté et de l'autre dans le cadre des résultats qui étaient générés en réponse des prompts des utilisateurs.
Alors pourquoi cette décision va nous intéresser? Parce que c'est une décision qui est allemande. En qualité de cabinet d'avocats français, elle nous intéresse directement puisque nous sommes spécialisés en droit des nouvelles technologies et c'est la première décision européenne en la matière, donc qui vient traiter directement de l'IA et de la contrefaçon. Et le tribunal allemand, pour la première fois, va venir considérer que nous avons une atteinte aux droits des auteurs. Donc ça veut dire que c'est une première. Il n'y a pas d'autres. On entend beaucoup de contentieux aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il y avait rien dans ce domaine de l'industrie musicale. Alors, de l'industrie musicale, non. On avait une décision précédemment en lien qui avait été rendue, mais sur un autre terrain en Europe. Et en revanche, comme vous l'indiquez, on a moult décisions qui ont déjà été rendues, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais qui se distinguent très clairement de la décision allemande, puisque la décision allemande, elle vient venir analyser très finement, finalement, la manière dont l'IA fonctionne, le mécanisme notamment de mémorisation de ces chansons, de ces paroles, et la manière dont c'est retranscrit dans le fonctionnement. Et donc, elle vient caractériser une atteinte globale et générale aux droits des auteurs, en l'occurrence des auteurs et compositeurs de musique, ce qui n'était absolument pas le cas des décisions étrangères qui étaient davantage favorables aux éditeurs et aux acteurs du monde de l'intelligence artificielle. Alors, vous venez d'expliquer les droits qui étaient en cause, mais comment le tribunal lui-même a caractérisé l'atteinte aux droits d'auteur, si on en revient à cette décision? Alors, la décision, elle se concentre sur ces 9 chansons. Et donc, le tribunal va venir considérer qu'on a finalement 2 grandes atteintes aux droits des auteurs, et notamment à ce droit de reproduction. Dans un premier temps, il va venir considérer que, de par l'entraînement du modèle, finalement, le modèle d'IA va venir s'entraîner, enregistrer et mémoriser finalement les résultats de cet apprentissage et que ces résultats-là, ils peuvent se retraduire et se retranscrire au travers de questions simples posées par les utilisateurs. Donc on a ce premier acte de reproduction qui est considéré comme étant illicite puisque fait sans autorisation et le deuxième, qui est un deuxième acte de reproduction et de diffusion au public, qui est que nous avons finalement une reproduction des paroles des chansons en totalité ou de manière partielle, parfois avec des variantes, mais peu importe, finalement, les paroles sont reconnaissables dans les résultats des prompts. Donc ça, c'est une seconde atteinte. Et le tribunal vient aussi finalement se prononcer sur toutes les exceptions du droit d'auteur, puisqu'OpenAI a invoqué un certain nombre d'exceptions au droit d'auteur pour légitimer ces pratiques. Et qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Et là-dessus, donc, le tribunal vient dire très explicitement que l'ensemble des exceptions du droit d'auteur ne sont pas applicables, puisqu'on doit les apprécier de manière très stricte, et qu'en l'occurrence, l'entraînement notamment des IA va au-delà des exceptions qui sont possibles, que ce soit la courte citation comme l'exception d'analyse de texte et de données, le text and data mining, cela va au-delà. Finalement, la reproduction n'est pas simplement faite pour de l'analyse de texte, pour trouver des corrélations ou des tendances. On a une reproduction durable et ça constitue bien une atteinte durable et importante au droit d'exploitation. Bon, on a bien compris les différentes atteintes. Est-ce que cette décision, elle ouvre la voie à d'autres actions, qu'elles soient individuelles ou collectives? Alors, très clairement, parce que ça vient conforter les droits donc des titulaires de droits dans le domaine de la musique, mais de manière plus générale, finalement, tous les titulaires de droits d'auteur. Donc, on peut imaginer des actions identiques dans le secteur de la presse, notamment, ou des œuvres littéraires. Et puis, de manière cette fois-ci un petit peu extrajudiciaire, la décision de justice, elle ouvre aussi la voie à des revendications, on va dire, plus en amont du contentieux, pour solliciter notamment et négocier des licences, puisque les éditeurs de systèmes d'intelligence artificielle vont quand même être tentés de sécuriser le mieux possible leur exploitation et donc de négocier des accords pour prévenir d'éventuels contentieux. Un peu ce qui s'est fait avec des acteurs de la presse qui ont négocié avec des grands acteurs de l'IA? Totalement. On a déjà des accords qui sont intervenus et ils pourraient avoir vocation à se généraliser. Et pour vous, qui sont les grands bénéficiaires de cette décision, si on doit faire une petite liste? Alors, très clairement, là, dans un premier temps, on est sur une décision qui se limite aux demandeurs, donc l'AGEMA et les fameux auteurs et titulaires des droits des 9 chansons concernées. Après, très clairement, de manière indirecte, ça va bénéficier à tous les ayants droit
potentiels titulaires de droits de propriété intellectuelle. Alors, si on se place maintenant d'un point de vue international, j'ai envie de dire, est-ce que cette décision qui est rendue par un tribunal allemand peut avoir un écho européen, voire même plus large? Alors, très clairement, puisqu'en fait, la décision allemande, elle se fonde certes sur les textes allemands, mais ces textes sont issus de directives européennes. Et dans le corps même de la décision, le tribunal insiste vraiment sur l'analyse des textes européens et cite un certain nombre de décisions, notamment de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, le raisonnement en tant que tel, il est clairement duplicable dans d'autres États membres et donc pourra servir de référence dans le cadre d'autres contentieux. On a déjà un certain nombre de contentieux qui sont initiés en France. Autres éléments à avoir en tête, on a également exactement sur ce sujet, donc droit d'auteur, contrefaçon et entraînement des IA, une question préjudicielle qui a d'ores et déjà été posée auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, qui ne s'est pas encore prononcée sur le sujet, mais qui tiendra très probablement compte de cette décision également dans son analyse. Donc, on va suivre de près cette question préjudicielle. Pour finir, si on doit résumer un peu, quels sont les enseignements de cette décision? Alors, premièrement, on a clairement une responsabilité qui est posée de manière claire sur les acteurs de l'intelligence artificielle. Ce sont eux qui sont responsables du fonctionnement des modèles, de la manière dont les IA sont entraînées et qui sont finalement responsables de la manière dont les résultats vont être produits. Donc ce sont eux qui sont responsables et qui sont tenus de respecter les droits des auteurs, de mettre en place des politiques respectant ces droits des auteurs, ce qui est totalement en lien avec notamment un certain nombre d'obligations qui sont posées par le règlement sur l'intelligence artificielle. Le jugement vient aussi préciser que cette responsabilité ne peut pas être reportée sur l'utilisateur, et ça c'est un point important. Le simple fait de générer un prompt qui aboutirait à un résultat contenant des reproductions ne suffit pas à caractériser une faute en tant que telle. Donc ça, c'est un enseignement très important. Et puis, de manière plus générale, le jugement, et ça, c'est peut-être plus d'un point de vue de portée, il s'inscrit quand même dans un débat actuel très important sur finalement la place des auteurs vis-à-vis des acteurs de l'intelligence artificielle et cette balance finalement entre protection d'un côté et juste rémunération et de l'autre le frein potentiel à l'innovation. Des débats qui sont vraiment actuellement en cours sur le sujet, que ce soit en France comme au niveau européen. Et clairement, à mon sens, ce respect du droit des auteurs, il sera clé pour les suites de développement de l'intelligence artificielle. On va conclure là-dessus. Je vous remercie, Sophie Dupéret. Je rappelle que vous êtes consul au sein du cabinet Derian-Nick. C'est la fin de cette émission. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.